Mais où avons-nous la tête? Bonjour, merci de cette introduction, merci surtout de cette invitation, merci à la Fondation Maïf pour la recherche d'avoir organisé cet événement, de l'avoir maintenu à travers des reports et un contexte dont je dirai un mot, qui dépasse même le risque, j'essaierai de dire pourquoi dans un instant, en tout cas qui dépasse même la notion de risque majeur qui était dans le programme, et d'avoir aussi, dans mon cas particulier, là c'est les aléas individuels, d'avoir déplacé l'horaire de cette intervention. Donc je suis très heureux et très honoré de vous présenter quelques réflexions sur le risque, en reprenant un peu les thèmes qui ont été proposés dans le titre et en essayant même de les pousser un peu à l'extrême, pour essayer de comprendre au fond quelles doivent être aussi nos attitudes face au risque aujourd'hui, qui probablement sont celles peuvent être prises d'une façon philosophique tout à fait générale, c'est ce que j'essaierai de dire, mais qui ne sont pas indépendantes non plus des circonstances. Et j'essaierai évidemment de tirer quelques leçons de la pandémie, dont je ne parlerai même pas au passé, parce que je ne suis pas sûr que ce soit passé, mais dont justement je suis surpris parfois qu'on ne tire pas des leçons, à la fois dans tous les domaines, y compris évidemment dans nos domaines communs et dans le collectif en général. Donc ce dont je voudrais partir, c'est justement face aux thèmes qui nous ont été proposés, le risque, l'individuel et le collectif, et je rejoindrai l'altérité ensuite. Je voudrais partir des deux images extrêmes que nous pouvons nous faire du rapport au risque. Deux images extrêmes dont je voudrais dire, au fond, qu'elles sont toutes les deux nécessaires, qu'elles peuvent sembler inconciliables, mais qu'il faut absolument les relier, et dont je voudrais montrer ensuite dans un deuxième temps en quoi entre ces extrêmes qu'il faut absolument poser, à mon avis, dont il faut partir, il y a deux manières de penser l'entre-deux. Une manière que j'appellerais close, dangereuse, confuse aussi, et une manière qui, à partir de ces deux extrêmes, nous oriente peut-être au contraire vers une vie, je dirais, équilibrée entre tous nos rapports au risque. Et justement, pour éviter cette question un peu effrayante qui nous a été proposée comme titre, de savoir si le risque c'est l'autre, quoi que ça puisse être pensé de plus d'une façon. Donc je voudrais d'abord partir de ces deux extrêmes, de ces deux rapports extrêmes au risque, que je définirai, enfin que je nommerai d'abord pour commencer, et que je vais décrire très très rapidement, le deuxième en m'appuyant bien sûr sur l'exemple que nous sommes en train de vivre de la pandémie de coronavirus. Ces deux extrêmes, je les appellerai en effet l'aventure d'un côté, plus même que le risque individuel, et la catastrophe, et en soulignant, comme je le ferai dans un instant, comme on le fait dans un groupe de travail d'ailleurs depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, en définissant en tout cas pour ma part la catastrophe comme n'étant pas un grand risque, pas même un très grand risque, pas même un risque plus grand que tous les autres, mais autre chose qu'un risque, quelque chose qui nous pousse plus loin. Il faut d'abord partir de l'expérience de l'aventure. L'aventure, c'est en effet non pas seulement le risque individuel, comme si un individu pouvait se constituer comme tel une fois pour toutes, et à partir de là, au fond, faire une sorte de programme de vie et programmer ces risques et les calculer, les anticiper. Bien sûr, cela existe, et je pense même que socialement, nous devons construire ce rapport rationnel au risque, et que l'assurance en particulier, dont je dirai un mot dans ma deuxième partie, nous permet, et la politique aussi, et l'éducation nous permettent de construire un rapport d'anticipation au risque, un rapport qui présuppose à la fois la nature des risques et notre propre nature comme individu. Mais en réalité, pour penser cela, et c'est ça qu'on entend souvent par individualisme, je pense, un individu qui existe déjà et qui anticipe tel ou tel risque et fait ses arbitrages, par exemple, voilà, je vais faire ci et ça, et puis il y a les risques des autres. Plus profondément encore, nous avons un rapport au risque
qu'il faut définir par le terme d'aventure, un terme un peu existentiel qui vient du latin, qui met l'avenir au fréquentatif en latin, c'est l'événement qui arrive presque radicalement. Et ce rapport au risque, c'est un rapport radical au danger vital, en tout cas aux événements qui peuvent être dangereux. Il faut donc partir aussi de la vie, du risque de la mort, j'y reviendrai dans un instant. Un rapport à des risques radicaux peut-être, mais que nous ne connaissons pas à l'avance et dont nous acceptons de les affronter en considérant que la rencontre avec ces risques va définir notre vie, que notre vie n'existe pas à l'avance comme un bien que nous pouvons dépenser, mais que c'est la rencontre avec un certain type de risque, dans une certaine forme aussi de courage, dans une certaine forme d'expérience morale, qui va nous définir comme individus. Nous serons ce que la rencontre avec nos risques nous auront fait. Un peu comme René Char, dans un texte fondamental, disait d'une manière un peu injonctive, hein, « Va vers ton risque ». Et « va vers ton risque », ça veut dire au fond, cours des risques pour te rencontrer toi-même. Et nous avons cette expérience dans des moments de choix très profonds, nous prenons des risques, comme nous disons, dans des décisions très graves, dans des actes libres. On pourrait remonter à quelques grandes descriptions philosophiques de la décision. Nous prenons des risques au point que cette prise de risque va nous définir fondamentalement, sans que nous sachions à l'avance qui nous sommes. Ce sont nos risques qui vont nous définir. Ce modèle très profond du risque individuel, qui implique aussi le courage face à la mise en jeu de sa propre vie, ce modèle, je dirais, c'est le modèle le plus profond du risque individuel. Et si je le pose d'emblée, ça n'est pas pour en faire une sorte de norme universelle, je dirais pourquoi dans un instant, il faut le corriger, mais il existe comme une... Voilà, il existe. Et dans certaines polémiques en France sur le rapport au risque, parfois dans un contexte où intervenaient des rapports à la question de l'assurance, il y a eu, je dirais, des oppositions un peu superficielles entre ceux qui aiment le risque, ceux qui l'aiment pas, les riscophiles, les riscophobes. Bon, il faut vivre de manière risquée. Je pense que tout ça est superficiel, je dirais pourquoi dans un instant, mais qu'il y a en chacun de nous une sorte de modèle paradoxal, fondamental, existentiel, beaucoup plus profond, qui est la question de l'aventure. De ce point de vue-là, au fond, effectivement, le rapport au risque n'est pas seulement un rapport de rejet, n'est pas seulement un rapport de peur, c'est aussi un rapport de vérité, d'expérience, de révélation de soi-même. Le risque, justement, j'allais dire, c'est de surestimer ce premier rapport, d'en faire un modèle social. Or, d'une certaine façon, ce risque individuel, et je dirais même plus qu'individuel, qui nous définit comme individus, dans des moments très, très précis, son problème, c'est qu'il n'a pas de rapport a priori avec le social. C'est donc un premier modèle, tout à fait extrême, mais dont il ne faut pas faire tout de suite un modèle social. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire courir à une société une aventure, ou même qu'on puisse inscrire l'aventure de n'importe quelle façon dans un contexte social. Et pour expliquer... mais cette dimension-là existe. Et pour expliquer pourquoi, je passe tout de suite à l'autre extrême. Je me suis dit qu'il fallait commencer par poser ces deux extrémités, ces deux extrêmes inverses du risque, qui sont deux modèles beaucoup plus profonds que l'alternative dans la polémique, parfois, de ceux qui veulent prendre des risques, ceux qui ne veulent pas prendre. Par exemple, dans la pandémie, pour le dire tout de suite, certains, y compris philosophes, ont dit « moi, je veux bien prendre le risque de mourir, ça m'embête d'avoir des contraintes, etc. » Bon, est-ce que ça, c'est l'aventure ? Je ne crois pas, pour des raisons que je vais dire dans un instant. D'autres ont dit, au contraire, il ne faut pas prendre de risques. Donc il y a une sorte de débat entre deux qui est intéressant, important, critique dans nos sociétés, mais que pour comprendre, il faut aller plus loin. Et à l'autre extrême, je dirais à l'autre bout, l'extrême opposé de l'aventure, c'est la catastrophe. Et je dirais même, le but de mon exposé, si je devais donner un titre finalement, ce serait finalement de l'aventure à la catastrophe, entre l'aventure et la catastrophe, ou de l'aventure à la catastrophe. Et entre l'aventure et la catastrophe, je dirais, quelle solidarité, quel milieu entre les deux. Mais pour comprendre les milieux, il faut d'abord passer par l'autre extrême. L'autre extrême, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe ? C'est plus qu'un risque pour une raison très simple, je vais la définir très simplement. La catastrophe, ça n'est pas un danger local qui pourrait être compensé a priori par une anticipation, a posteriori par une compensation, dans une sorte de calcul des risques et des bénéfices relatifs. La catastrophe, c'est finalement la destruction totale de quelque chose qui donc entraîne quelque chose comme une non-compensabilité, une incommensurabilité. Alors que le risque est toujours le commensurable, la catastrophe, c'est l'incommensurable.
la catastrophe n'est pas forcément collective. Il y a des catastrophes individuelles. Et même pour moi, le modèle de la catastrophe doit rester la mort. Nous sommes des êtres vivants et finalement, nous sommes d'abord des êtres vivants. La continuation de la vie conditionne tout le reste de nos activités et la mort est le modèle de la catastrophe. C'est peut-être aussi le modèle du risque, mais ça veut dire, d'une certaine façon, et c'est une thèse que je soutiendrai pour ma part, que nous devons penser le risque à partir de la catastrophe et non pas l'inverse. C'est une thèse très discutée. Bon. La catastrophe, c'est donc la destruction totale de quelque chose. Il m'est arrivé de dire, par exemple, qu'une tache, si on a une chemise blanche, une petite tache noire, c'est une catastrophe parce qu'elle juste, elle n'est plus blanche. Mais bien sûr, notre modèle, c'est la mort. Mais l'extrémité de la catastrophe, bien entendu, ça n'est pas, pour des humains, ça n'est pas la mort individuelle. La mort individuelle est une catastrophe pour l'individu. Et on vient de voir que quelqu'un d'aventureux, de courageux, peut risquer sa vie. Peut se mettre face à cette catastrophe qui peut lui arriver. L'aventure affronte la catastrophe. Mais la catastrophe réelle, celle à laquelle nous faisons face aujourd'hui, mais au fond auquel les humains ont toujours fait face, ce sont les catastrophes collectives. La catastrophe des catastrophes, c'est la destruction d'un collectif humain dans son ensemble, qui fait que la destruction du peuple, ou dans l'urgence absolue, le salut du peuple, dit une antique loi romaine, salus populis suprema lex, le salut du peuple est la loi suprême. Et aujourd'hui, nous faisons face à des catastrophes qui dépassent même la sphère de la cité politique individuelle, qui ne sont même pas seulement internationales ou mondiales au sens humain du terme, qui vont au-delà jusqu'à, et il y a ici des gens qui y réfléchissent, évidemment, jusqu'aux êtres vivants sur la planète. Nous faisons face donc à l'extrême absolu l'extrémité absolue du risque individuel, qui est le risque global d'une collectivité qui dépasse telle ou telle société politique et qui nous fait donc face à l'autre extrême et dont nous savons qu'il est incommensurable. Déjà, la catastrophe est incommensurable. Par exemple, dans une éthique du risque nucléaire, elle est toujours très compliquée à mener parce qu'on doit quand même ramener l'incommensurable sur le terrain du commensurable. Comment anticiper une catastrophe nucléaire? Comment est-ce qu'elle serait compensée? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le nucléaire est incommensurable et qu'il faut quand même trouver un moyen de mesurer. Bon. Mais quand même, c'est un vrai débat que Jean-Pierre Dupuy a porté un temps sur la question de la catastrophe, justement, comme impliquant des choix politiques. Mais je ne reviens pas du tout sur le nucléaire. Mon idée, là, c'est vraiment, au contraire, d'essayer de comprendre les liens entre ces deux extrêmes de l'individuel et de la catastrophe. La catastrophe collective qui justifie des mesures d'urgence, y compris des mesures de suspension de nos autres priorités vitales et politiques, et qui, justement, semble être aujourd'hui le modèle, l'objet de nos craintes radicales. Et on a raison d'une certaine façon. Aujourd'hui, nous faisons face à quelque chose qui est beaucoup plus qu'un risque et qui est même une catastrophe dont on ne pouvait pas anticiper qu'elle serait, disons, qu'elle commencerait à être représentable, puisque le propre de la catastrophe, c'est plutôt d'être irreprésentable, en principe, comme la mort, mais là, voilà, avec notamment les échéances climatiques. Et ce que je voudrais souligner, bon, une fois qu'on a posé ces deux modèles, l'aventure et la catastrophe, c'est le lien entre les deux. Et sur le lien entre les deux, je voudrais prendre l'exemple de la pandémie. En quoi est-ce que la pandémie est une catastrophe? Ça a été extrêmement paradoxal et ça l'est encore. Bien sûr, la pandémie, d'une certaine façon, on peut dire, la pandémie, en tant que telle, peut-être, ne va pas décimer toute l'humanité, si on la laisse faire. Même dans une société donnée, elle ne va pas tuer tous les membres, tous les citoyens français. Il est évident qu'en ce sens, on pourrait dire, du point de vue d'une sorte d'image qu'on a de la catastrophe comme explosion nucléaire, justement, qui rayerait la France de la carte, non, la pandémie, ce n'est pas une explosion nucléaire. Ça ne raye pas. Bon, en quoi est-ce que c'est une catastrophe? C'est une catastrophe pour une raison très précise, qui tient à ce qu'en philosophie de la médecine, du point de vue individuel, on pourrait appeler une crise, par opposition à une maladie chronique pour un patient individuel, mais là, au niveau collectif, c'est une catastrophe où ça pouvait devenir, peut-être que ça n'a pas été justement tout à fait une catastrophe, au sens où, par certains de ces effets locaux, et peut-être quasi individuels, elle pouvait entraîner l'écroulement de tout un système de protection face à tous les risques, justement, et entraîner un effet global d'écroulement, mais par une petite pointe quasi individuelle. Cette petite pointe quasi individuelle, c'est le nombre de lits dans les services de réanimation.
Et d'une certaine façon, on a vécu une catastrophe très particulière où, avec simplement un petit nombre de seuils franchis, en effet, tout peut s'effondrer. Et tout peut s'effondrer aussi parce que la transmission ne fait pas que tout le monde va mourir, mais que le système va être débordé. Et en effet, le débordement du système, c'est la catastrophe. Parce que, par définition, si le système s'écroule, le système de santé, eh bien, en effet, on rejoint cette définition de la catastrophe, c'est-à-dire de l'écroulement global, irréversible, non compensable comme un risque. On sort du risque pour entrer dans l'incommensurable. Donc la pandémie nous a appris quelque chose de très particulier et je crois de très précieux. Et moi, je défends cette idée que le nombre de lits dont... Bon, évidemment, on peut en regretter. Moi, je fais partie de ceux qui regrettent. Au comité d'éthique, dont je fais partie aussi, il y a beaucoup de gens qui disent, comme tout le monde, au fond, qu'il faut plus de lits dans les services de réanimation, plus de moyens pour les hôpitaux. Mais il n'y aura jamais assez de moyens pour que le risque de catastrophe venant de cette pointe individuelle du système soit évitable. On peut toujours mettre plus de lits, mais on l'a bien vu avec le virus, qui était en plus pas forcément, qui est extrêmement grave, et je ne tiens pas du tout à minimiser. On a tous eu des victimes dans un cercle proche, ce qui définit aussi la catastrophe d'ailleurs. Mais voilà, il y a quand même une conception très spécifique et qui est structurelle de cette catastrophe par l'individuel. Et donc je crois vraiment qu'on vit quelque chose de très particulier, qui fait que c'est notre protection de l'individu, surindividualisé dans le cas des soins intensifs et des services de réanimation, qui fait tenir le système et qui fait qu'on peut arriver à la catastrophe par l'individualisation. Et de fait, je crois que c'est ce que nous avons vécu. Et moi, contrairement à beaucoup de gens qui disent « Oh là là, mais tout ça pour éviter, parce qu'il n'y a pas assez de lits, il y en a tant en Corse, par exemple, si on isole comme ça un espace, il y a très peu de lits en réanimation, donc on ferme toute la Corse pour éviter 2 patients de plus dans les hôpitaux et un avion sanitaire, des TGV, etc. » Mais oui, on a raison. Donc en fait, la catastrophe et l'individuel ici se tiennent. Et il y a un autre lien, et après j'en viens à ma deuxième partie, il y a un autre lien très important que nous a appris la pandémie, ou rappelé plutôt. Ce lien très important, c'est que le courage individuel, l'aventure, eh bien, en un sens, et peut se connecter aussi au risque le plus collectif, et c'est ce qu'on appelle très souvent, et ça a été un modèle d'ailleurs très discuté, les soignants eux-mêmes l'ont plutôt refusé, c'est ce qu'on appelle l'héroïsme au fond. L'aventure, quand elle devient héroïque, c'est non pas qu'elle risque sa vie, parce que ça c'est l'aventure, mais c'est qu'elle le risque pour sauver les autres, et peut-être aussi principalement pour sauver tous les autres pour une raison universelle. Et de fait, on a dit, et on a raison, que certains soignants, certains acteurs ont été dans le risque individuel au sein du risque collectif. J'en tire un deuxième lien très important à mon avis entre l'aventure individuelle, le risque individuel et le risque collectif, c'est que, au fond, il n'y a d'aventure véritable que quand elle combine le courage individuel et les valeurs universelles. C'est ce qui m'a été proposé aussi, liberté et valeurs. Mais c'est vrai que c'est très important, parce qu'il y a des aventures qui sont meurtrières, qui sont destructrices. On peut dire qu'il y a des gens qui prennent des risques incommensurables, des risques avec leur vie, mais pour tuer beaucoup d'autres gens, donc, ou pour détruire aussi des sociétés. Malheureusement, pour prendre un terme sartrien, c'est pas juste un terme vulgaire, Sartre a permis d'en faire un concept philosophique, il y a des salauds extrêmement courageux. Il y a des gens qui risquent leur vie pour des causes épouvantables. Donc, en fait, le véritable problème philosophique, politique, c'est de connecter l'aventure et la catastrophe. De faire que les catastrophes... penser que la catastrophe n'est pas seulement le collectif, mais pour chacun de nous, et inversement, que nos aventures doivent être connectées à l'universel. Et je pense évidemment à un alpiniste, quelqu'un qui prend des risques pour des causes apparemment vaines, qui fait l'expérience de l'aventure, en un sens, quand même, pour que ce soit véritablement une aventure, elle a une visée universelle, elle veut être admirée, elle fait quelque chose comme pour toute l'humanité. Une fois qu'on a dit ça, donc, il me semble qu'on a l'idée que pour répondre à la catastrophe et aussi pour donner un sens à sa vie individuelle face au risque, il faut en effet des valeurs, comme ça a été indiqué dans l'intitulé de cette conférence d'aujourd'hui, mais il faut des valeurs qui soient vraiment des valeurs, je dirais, et je partirais plutôt de la catastrophe collective, qui soient des valeurs de justice et surtout qui soient définies par l'évitement du mal commun qui nous menace
Et aujourd'hui, bien entendu, l'évitement des catastrophes est une boussole qui, je dirais presque, nous est donnée d'une manière évidente. Et cet évitement des catastrophes et cette question de la justice dans l'évitement des catastrophes, c'est évidemment ce qui doit nous orienter aujourd'hui, ce qui doit orienter la liberté elle-même. La liberté est certainement une valeur, l'expérience de soi-même face au risque. Il ne s'agit pas de dire, comme certains l'ont reproché à la protection sanitaire, voilà, nous sommes surprotégés, on nous protège malgré nous. Voilà, certains ont même dit, comme je l'ai déjà dit, laissez-moi la liberté de mourir si je veux. Non, oui, vous avez peut-être la liberté de mourir, très bien, mais à condition que ce soit sous le signe aussi d'empêcher la mort de tous les autres. Et donc, en effet, votre petite transmission individuelle du virus, si vous le faites, ben oui, elle menace tout le système. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a une sorte... Donc il faut penser sous le signe de la catastrophe pour donner sens à l'aventure elle-même. Je dirais donc pas qu'il y a d'un côté des gens courageux qui prennent des risques et de l'autre côté des gens protecteurs qui sont dans une sorte d'obsession de la sécurité, de la santé, etc. Non, il y a une connexion de l'aventure et de la catastrophe qui définit d'une certaine façon la vie humaine et qui aujourd'hui est poussée à l'extrême. Entre ces deux extrêmes, je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 10 minutes, 5 minutes, 10, merci. Entre ces deux extrêmes, évidemment, il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires entre ces extrêmes de l'aventure qui, encore une fois, ne connaît même pas son risque. Et le héros, c'est celui qui prend un risque qu'il ne connaît même pas, il ne sait même pas, au fond, d'où va venir le danger. Il y va, mais justement, en un certain sens, pas non plus à l'aveugle, sous le signe d'une valeur peut-être suprême. Et la catastrophe, d'un autre côté, qui est incommensurable. Entre les deux, il y a des médiations. Il y a un type de médiation que vous connaissez tous très bien et qui est en effet désigné par la notion de risque. Le risque, on peut dire, le risque, c'est le danger en tant qu'il est individuellement et collectivement, je dirais, représenté, calculable et compensable. Et donc, cette notion du risque est véritablement un intermédiaire. C'est-à-dire que c'est un intermédiaire pour l'individu parce que c'est une représentation, justement, qui suppose qu'on est des individus, qu'on puisse faire une sorte de représentation de nos différents risques. Et puis, évidemment, le risque est devenu une réalité sociale quand il a pu être mutualisé et que sa compensation est venue de dispositifs collectifs. Au fond, il n'y a de risque peut-être que... Et justement, dans une représentation individuelle, mais surtout dans une représentation collective. Il y a longtemps déjà, un livre important de François Ewald, intitulé « L'État-providence », avait expliqué que ce n'est pas le risque qui définit l'assurance ou la compensation, c'est l'inverse. On appelle risque ce contre quoi on s'assure individuellement et collectivement, et même ce qui peut être compensé individuellement et collectivement, mutuellement, disons. C'est cela qu'on appelle un risque. Et de fait, implicitement, dans ce que j'ai dit jusque-là, c'est un peu cette définition. C'est pour ça que l'aventure n'est pas un risque. Parce qu'elle n'anticipe pas, elle ne demande pas compensation. Tu as pris un risque, tu as grimpé. Bon, bien sûr. Et justement, on va dire à un alpiniste, OK, ton aventure, c'est bien, mais en fait, comme tu t'étais assuré, tu vas coûter très cher à la société. Donc, on peut maintenant assurer l'aventure, ce qui, en un sens, est contradictoire avec l'aventure. Et effectivement, on doit s'assurer contre la catastrophe, ce qui, par exemple, contre le risque nucléaire, pose des problèmes gigantesques. Et de fait, je crois que dans le débat sur le risque, c'est un problème majeur de savoir comment se prémunir. Voilà, là, les compensations pour la pandémie, je ne sais pas où ça en est le débat, mais on voit bien que dans un espace de recherche d'une fondation comme la Maïf, je crois que c'est vraiment un sujet absolument majeur. Mais il y a quand même cet entre-deux très clair du risque représentable, calculable et compensable. Et de ce point de vue-là, au fond, cet intermédiaire qui je crois qui est notre élément social, qui est notre élément commun, faut le penser dans cet entre-deux. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument le penser sous ce double signe, et surtout sous le signe, encore une fois, de la catastrophe, parce que il a donné lieu, cet entre-deux, à toutes sortes de débats que je trouve dangereux, superficiels, mais qui sont au cœur de nos sociétés malgré tout. D'un côté, en effet, l'individualisme, c'est-à-dire, au fond, l'idée que le mutuel n'est qu'un service, un moyen pour l'assurance individuelle.
Et de ce point de vue-là, on retrouve la question un peu indignée du titre qui a été proposé pour cette intervention. Le risque, c'est l'autre. Et d'une certaine manière, voilà, en fait, je m'assure, et puis les risques des autres sont un souci pour moi. À la fois parce qu'ils peuvent être un danger pour moi, autrui peut être un danger, mais aussi je dois mutualiser, je vais payer ma cotisation même si je ne suis pas malade. Je dois couvrir les risques des autres. La mutualisation, c'est aussi couvrir les risques des autres. Et d'une certaine façon, cette première représentation du risque et de l'assurance collective est du point de vue de l'individu erronée. La catastrophe nous le montre. En fait, pour s'assurer individuellement, il faut cette mutualisation radicale, cette sorte de prévention du risque collectif global qu'on appelle la catastrophe. Nous l'avons compris aujourd'hui. Nous ne pouvons plus considérer la mutualisation comme une sorte d'option pour les individus qui mutualisent ou pas leur choix d'assurance, leurs investissements de précaution, en quelque sorte. Non, il faut penser le collectif comme un des rapports fondamentaux au risque dans les sociétés humaines. Et la construction de la solidarité sociale dans l'entre-deux n'est pas une option individuelle close, mais est au fond, au contraire, un progrès dans l'évitement de certaines catastrophes, y compris la mort dans le cas de la santé, mais aussi les risques, les grands risques des branches de la prévention et de l'assurance ou la sécurité sociale, comme la vieillesse, enfin, les grands risques qui sont en fait des risques individuels et sociaux inséparablement. Il y a un autre risque de clôture, donc il y a le premier risque de clôture qui est le risque de penser l'individuel, le collectif au service de l'individuel. Et il y a évidemment un deuxième risque de clôture, extrêmement grave aussi, qui est de penser le collectif de façon close, de penser plutôt l'individuel au service d'une précaution, d'une protection collective en un sens fermé à l'avance, en un sens qui ne s'ouvre plus sur les individus. Aujourd'hui, face à la catastrophe, il ne faut pas s'étonner s'il y a un retour des clôtures, y compris des frontières. L'idée qu'on va se protéger nous et pas les autres. Et un nous qui va d'ailleurs exclure certains individus, qui ne va pas penser dans son sein les différences, les inégalités, comme une politique de santé publique, par exemple, doit le faire. Donc il y a aussi un risque de se protéger d'une manière close, non seulement l'individu contre les autres, mais tel groupe d'individus contre tels autres. En réalité, là aussi, l'idée de la catastrophe nous montre que, et c'est pourquoi, par exemple, au comité d'éthique, on a lancé une réflexion sur la santé publique, protéger tout le monde, ça veut dire aussi avoir une protection véritablement ouverte, et on voit bien que les risques globaux vont impliquer aussi une prise en compte de l'ensemble de la planète et de l'ensemble de l'humanité, au-delà même des humains. Pourquoi est-ce qu'il faut protéger, au-delà même des humains, la biodiversité, les autres êtres? Ce n'est pas par une forme de surprotection ou de principe moral, c'est parce que, précisément, comme nous l'avons vu dans la pandémie, une petite pointe avancée, la disparition de telle espèce d'abeille, la disparition de... ce que nous montrent les biologistes, c'est que tout se tient et que la catastrophe, ça n'est pas forcément l'explosion nucléaire, mais c'est la pointe avancée d'un système par lequel tout peut s'écrouler, et peut-être plus vite que l'on ne croit. Donc nous sommes passés d'un modèle de la catastrophe à l'autre, en 20 ans, je dirais, du nucléaire à l'effondrement biologique ou vital, qui est très différent en réalité. Et on voit bien que pour éviter, je vais terminer, que pour éviter ces dimensions, il faut donc une politique de protection, je dirais, qui ouvre l'individu sur le collectif et qui ouvre le collectif sur toutes les protections individuelles, sur l'attention aux inégalités, l'attention à des vulnérabilités dont on pourrait croire qu'on peut se passer, comme la vulnérabilité des autres vivants, la vulnérabilité par exemple, dans la pandémie, des migrants ou des sans-abri ou des prisonniers, etc. Donc il y a en réalité deux modèles. Dans l'entre-deux de l'aventure et de la catastrophe, il y a deux modèles. Il y a un modèle intermédiaire clos, qui est celui de l'individu qui croit qu'il peut calculer ses propres risques sans être jamais menacé, concerné par l'aventure ou par la catastrophe. Il mène une vie, je dirais, même pas de rentier, parce qu'en fait, il est dans cet entre-deux très légitime. C'est très important, l'assurance. Moi, je ne suis pas du tout en train de critiquer le risque et la protection, bien au contraire. Mais il faut les penser
sous le signe non pas d'une clôture individuelle ou collective, mais d'une solidarité ouverte et qui s'ouvre sur toutes les relations entre les humains et sur le modèle de la catastrophe et de l'aventure. Et puis, je terminerai par un tout dernier point, c'est que ce lien à autrui, en fait, il n'est pas seulement un lien social. Du côté de l'individuel aussi, nous sommes indissolublement liés à autrui. Et dès que, par exemple, et en fait on l'a toujours, puisque sinon nous ne serions même pas là, c'est pas dès qu'on a des liens vitaux avec les autres, on est aussi vulnérable par ses enfants, par ses amis, par ceux à quoi on tient qui sont vulnérables, eh bien on l'est dès le début, parce qu'en fait nous ne sommes là comme individus que parce que d'autres ont pris soin de notre vulnérabilité, de nos risques. Et donc, calculer toujours le risque à partir d'un individu supposé existant, même sous le signe de l'aventure, c'est oublier que d'autres ont pris le risque de nous soigner et de nous protéger. Et donc, d'une certaine manière, ce que je voulais dire, c'est qu'entre l'aventure et la catastrophe, ce qu'il faut construire, c'est des solidarités ouvertes et des liens et une conscience de nos risques partagés, qui ne soient pas naïves, qui sachent que les catastrophes sont possibles, y compris les conflits et les guerres, et que l'aventure est nécessaire, on a besoin du courage individuel, mais qu'il faut le relier aux risques communs si on veut qu'elles aient un sens.